Bienvenue dans Parlons de vrai. Aujourd'hui, dans l'épisode 2, on explore un sujet qui divise beaucoup de couples. Deux spécialistes vont nous accompagner pour analyser cette question avec précision. Sam, expert en dynamique relationnelle, est reconnu pour sa capacité à décortiquer les comportements de couple et à mettre en lumière les mécanismes invisibles qui influencent nos décisions. Marie, formée en psychologie sociale, apporte une compréhension fine des émotions, des attentes et des tensions qui façonnent les relations modernes. Elle excelle dans l'art de relier les faits aux réalités humaines. Ensemble, ils vont tenter de répondre à cette question qui fait débat dans tant de foyers. Installe-toi. On entre dans le vrai. Il y a un paradoxe vraiment absolument incroyable quand on observe les relations humaines de près. Ah ouais, c'est clair. En fait, on peut partager son lit tous les soirs, on peut partager, je sais pas, son intimité la plus totale, connaître ses peurs d'enfance, élever des enfants ensemble. Voir l'autre dans ses pires moments de vulnérabilité. Exactement. Et pourtant, en même temps, lui cacher l'existence d'une montagne de dettes massives. C'est fou, non ? Ok, décortiquons tout ça, car aujourd'hui, notre exploration en profondeur s'attaque vraiment au tabou ultime des relations amoureuses. L'argent. L'argent, oui. Et pour comprendre pourquoi ce sujet détruit autant de couples et surtout comment s'en protéger, on a rassemblé des montagnes de données fascinantes. Oui, et on va pas juste faire un catalogue ennuyeux, promis. Ah non, surtout pas. On a épluché des études qui suivent les mêmes couples sur plusieurs décennies, comme celles de Dew, Britt et Houston. On a aussi analysé des données de forums comme Reddit, grâce aux chercheurs Pets et compagnie. Sans oublier les rapports ultra récents, genre l'étude Fidelity de 2024, Bankrate de 2026, et les observations cliniques de thérapeutes financiers comme Megan McCoy. Voilà. Et je dois dire, je suis ravie d'avoir un expert pour m'aider à naviguer là-dedans. Je suis ravi d'être là. Et tu sais, le fil rouge de toutes ces données, il saute vraiment aux yeux. Ah ouais ? Ouais. Dans mon décor virtuel, là, on pourrait s'attendre à voir juste, des graphiques boursiers ou des calculs d'intérêts composés. Des trucs très mathématiques, quoi. C'est ça. Mais en réalité, sur mes étagères, il y a surtout des manuels de psychologie clinique. Parce que l'argent au sein d'un couple, c'est jamais une simple question de soustraction à la fin du mois. C'est bien plus profond que ça. Totalement. C'est un reflet de dynamique bien plus profonde. Les chiffres sur l'écran, c'est un langage crypté qui traduit des rapports de pouvoir et d'identité. Notre but aujourd'hui, c'est pas de donner des conseils d'investissement. C'est vraiment d'observer au microscope ce qui se passe quand deux êtres humains essaient de fusionner leur vie matérielle. Et justement, avant même de chercher des solutions, je pense qu'il faut vraiment comprendre pourquoi une dispute sur l'argent, c'est pas du tout la même chose qu'une dispute sur la vaisselle ou la belle famille. Ah ça c'est sûr, c'est une anatomie complètement différente. D'ailleurs, l'étude du National Institutes of Health, celle de papa et peu de ses collègues, le montre super bien. Ils ont carrément observé les conflits directement dans les foyers. Et leur conclusion, c'est que les disputes d'argent durent beaucoup plus longtemps. Elles sont beaucoup plus intenses. Ouais, elles sont plus difficiles à résoudre et surtout, elles débordent sur le reste de la relation. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle en fait. Et il y a une étude vraiment célèbre de Sonia Britt qui illustre parfaitement cette toxicité. C'est une étude longitudinale sur 25 ans. Attends, 25 ans ? Ils ont suivi les mêmes personnes pendant un quart de siècle. Exactement. Et les résultats sont effarants. Se disputer souvent pour l'argent, ça multiplie par 3 le risque de divorce. Par 3. Waouh ! Ouais, c'est le tout premier prédicteur de divorce, loin devant les enfants ou même les problèmes intimes. Et le détail crucial de cette étude, Dis-moi. c'est que ce résultat reste le même, quel que soit le niveau de richesse du foyer. Donc qu'on soit riche ou pauvre, c'est pareil. En fait, je vois ça un peu comme une dispute sur le ménage. C'est comme un orage passager. Il pleut fort, ça gronde, et puis pouf, le soleil revient. Ouais, l'orage passe. Voilà. Alors qu'une dispute sur l'argent, c'est carrément un dérèglement climatique. Ça fait pas toujours beaucoup de bruit, mais ça empoisonne lentement l'écosystème entier de la confiance. C'est une excellente métaphore. Et ça montre bien à ceux qui nous écoutent que quiconque pense être à l'abri juste parce que son foyer gagne bien sa vie, il se trompe lourdement. Ah oui, complètement. Si un couple qui gagne 10 000 € se déchire autant qu'un couple qui en gagne 2 000, c'est bien que l'argent n'est pas le vrai sujet. Que cachent ces chiffres, en fait ? C'est là qu'entrent en jeu les fameux scripts financiers. Les scripts financiers. Ouais, c'est un concept en psychologie. Ce sont des croyances inconscientes qu'on a héritées de notre enfance.
Pour certains, l'argent représente la sécurité absolue. Pour d'autres, c'est le statut, ou l'amour, ou la liberté. Et du coup, quand deux personnes avec des scripts différents se rencontrent, ça fait des étincelles. Exactement. Au début de la relation, l'épargnant est souvent attiré par le dépensier. C'est complémentaire, c'est charmant. Le dépensier apporte de la spontanéité, l'épargnant apporte un cadre. Mais j'imagine que la lune de miel ne dure pas éternellement. Non, voilà. Très vite, la polarisation s'installe. L'épargnant devient de plus en plus rigide face aux achats de l'autre et le dépensier se sent infantilisé, donc il va dépenser encore plus par esprit de contradiction. C'est un cercle vicieux, quoi. C'est ce que disait Megan McCoy, non? Les disputes éclatent quand on a l'impression que l'autre mène nos rêves en danger ou piétine nos valeurs. C'est tout à fait ça. Mais attends, je me fais l'avocate du diable une seconde. Parfois, une dispute, c'est juste lié au fait que quelqu'un a acheté beaucoup trop de cafés artisanaux hors de prix, non? Je veux dire, c'est pas juste un bête problème de mauvaise gestion mathématique? En apparence, oui. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que non, pas du tout. Vraiment? Même pour un café? Même pour un café. Ce café quotidien, sur le plan psychologique, c'est un conflit de valeurs identitaires. L'un voit 20 € disparaître et ressent une peur viscérale pour la sécurité future de la famille. Ah, je vois. Et l'autre voit ce café comme un droit vital au plaisir immédiat, une bouffée d'oxygène. C'est pas un conflit de comptable, c'est un conflit d'identité. L'un crie « tu menaces notre survie » et l'autre répond « tu m'étouffes au présent ». C'est hyper lourd en fait. Du coup, face à un truc aussi explosif, c'est normal que la réaction de la plupart des gens ce soit simplement l'évitement, le grand silence. Oh oui, l'évitement est massif. Megan McCoy a sorti un chiffre choc en 2021. 83% des gens n'ont parlé d'argent à absolument personne durant l'année écoulée. 83%, c'est énorme. Et c'est pas tout. L'étude Fidelity de 2024 montre que 25% voient l'argent comme leur plus grand défi de couple. Mais, et c'est là que ça coince, seulement 55% prennent les décisions de retraite et d'investissement ensemble. Donc presque la moitié des couples délèguent totalement ce sujet. C'est fou. Moi, j'utilise souvent cette analogie de l'aviation pour expliquer ça. Ah oui, raconte. Déléguer entièrement les finances à son partenaire en mode « c'est lui qui gère », c'est comme s'asseoir dans un avion sans savoir où il va, ni s'il reste du carburant. Tant que ça plane, c'est confortable. On met son masque de sommeil et on fait la sieste. Voilà. Mais le réveil en cas d'urgence, genre un divorce ou un décès, c'est une chute libre brutale. Et si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est une réalité statistique terrifiante. Une étude de Western and Southern de 2025 montre qu'en cas de divorce, ça prend en moyenne 26 mois à la personne qui s'est déchargée pour retrouver une stabilité financière. Plus de 2 ans de galère. Exact. Parce que cette délégation, même quand elle part d'un bon sentiment, elle crée un déséquilibre de pouvoir immense. S'installe une forme de dépendance. Et quand l'évitement va trop loin, j'imagine que le silence se transforme en mensonge. On franchit carrément une ligne rouge. C'est exactement ce que montrent les chercheurs Garbinski et son équipe. En 2020, et réactualisé en 2025, ils ont défini scientifiquement un truc hallucinant. L'infidélité financière. L'infidélité financière, donc on ne parle plus de tromperie amoureuse là. Non. On parle de cacher intentionnellement des dettes, des achats ou des comptes pour éviter un conflit. Et les statistiques de Bankrate en 2026 sont alarmantes. 41% des conjoints avec des finances communes l'admettent. 41%. Et il y en a même 9% qui cachent des dettes majeures, non? J'ai lu que 43% des Américains jugent ça au moins aussi grave qu'une vraie infidélité physique. C'est ça. Mais là où la recherche a découvert un truc totalement contre-intuitif, et prépare-toi, c'est surprenant, c'est que le secret en lui-même n'est pas ce qui détruit le couple. Comment ça? C'est l'asymétrie. Les données montrent que si les deux partenaires se cachent des petites choses, genre un petit compte secret chacun, le couple souffre moins. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc attends, si je comprends bien, la tromperie mutuelle assurerait une meilleure stabilité qu'une honnêteté à sens unique. Statistiquement, oui. Si un seul cache des choses pendant que l'autre est totalement transparent et vulnérable, là, les fondations s'effondrent. C'est ce déséquilibre de transparence qui est vraiment toxique. Le menteur se protège au détriment de l'autre. C'est dingue. Mais si les grosses dettes cachées explosent le couple à cause de cette asymétrie, qu'en est-il des petites disputes du quotidien? Tu sais, les trucs très banals qu'on voit passer sur Reddit. À l'étude de Pitts et compagnie de 2023, ils ont analysé des milliers de témoignages anonymes. Et ils ont isolé 7 thèmes majeurs. Et c'est quoi les pires? Les 2 plus destructeurs, ce sont les contributions inéquitables, le sentiment d'injustice et l'irresponsabilité perçue, qui génèrent du mépris. Le mépris, ouais. John Gottman disait que c'était le marqueur numéro 1 annonçant un divorce. Exactement.
l'acide sulfurique du couple. Mais, et c'est un paradoxe hyper positif, les chercheurs ont remarqué que les couples qui se disputent souvent pour des petites dépenses, genre les courses ou un resto, affichent en réalité une meilleure satisfaction relationnelle. Ah oui, c'est contre-intuitif ça. Ouais, parce que ça veut dire que le canal de communication est ouvert, il n'a pas d'évitement. En fait, je compare souvent ça à des étirements musculaires. Comment ça? Explique. Eh bien, faire des petites disputes sur le prix des tomates, ça tire un peu sur le moment, c'est inconfortable. Mais comme un muscle qu'on étire, ça crée de minuscules déchirures qui évitent la vraie grosse rupture fatale du tendon plus tard. C'est exactement ça. Un ajustement constant vaut mieux qu'une rigidité qui finit par casser net. Du coup, connaissant tous ces pièges mortels, l'asymétrie, le silence, l'évitement, comment la science propose-t-elle de désamorcer la bombe? On fait quoi concrètement? Megan McCoy recommande d'instaurer un rendez-vous CFO mensuel. Un rendez-vous de directeur financier, carrément? Ouais, mais attention, l'erreur classique serait de sortir un tableau Excel super agressif un dimanche soir. Il faut que ce soit positif. Par exemple, McCoy suggère de commencer en parlant d'un billet de loto imaginaire. Qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait? Ah, j'adore. Ça connecte le cerveau au rêve avant de plonger dans les factures. Et c'est essentiel, parce que si je me souviens bien de Gottman, il y a ce fameux ratio de 5 pour 1, non? Tout à fait. Pour qu'une relation tienne, il faut 5 interactions positives pour compenser une interaction négative. Si on ne parle d'argent que pour s'engueuler sur un découvert, le compte émotionnel est dans le rouge. Il faut générer des discussions financières positives. Et surtout, il faut le faire hyper tôt. Les données de Western & Southern de 2025 m'ont choqué. 27% des couples mariés ne parlent de leurs dettes qu'après le mariage. C'est fou, hein? Et cela soulève une question importante. Est-ce qu'il faut obligatoirement un compte commun unique pour sauver son mariage? C'est la grande question que tout le monde se pose. Eh bien, la science dit que ce n'est pas la fusion totale qui compte, mais la transparence totale. Cependant, le compte commun est un signal puissant. Les couples avec des comptes d'épargne communs ont un taux de satisfaction de 94%, contre 82% pour ceux qui ont des comptes complètement séparés. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce que je retiens, c'est que pour que l'argent devienne le ciment du couple et pas un marteau-piqueur, c'est pas une question d'avoir le même salaire, c'est d'avoir exactement le même niveau d'information. C'est le mot de la fin parfait. Transparence honnête et interaction régulière. Mais tu sais, avant qu'on se quitte, il y a une réflexion qui me trotte dans la tête, qui n'est pas dans les études, mais qui est évidente avec la technologie actuelle. Ah, je t'écoute. On est dans l'ère du paiement dématérialisé. Tout est frictionless, le paiement en un clic, les abonnements invisibles, le téléphone qui paie tout seul. C'est vrai que c'est devenu hyper facile de dépenser sans s'en rendre compte, en ligne machinalement. C'est fou comme notre monde complique encore plus des dynamiques déjà si fragiles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir exploré tout ça avec moi. On laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus et à très vite pour une nouvelle plongée en profondeur. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Parlons de vrai. Un grand merci à Sam et Marie pour la clarté, la profondeur et la sincérité de leurs analyses. Et merci à vous, qui nous écoutez, pour votre présence, votre ouverture et votre envie de comprendre plutôt que de juger. Si cette conversation vous a parlé, si elle vous a éclairé ou simplement fait réfléchir, alors n'hésitez pas à vous abonner à Parlons de vrai. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de ne rien manquer des prochaines discussions. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler vrai.